Le yen japonais est en train de s'effondrer et franchement, tout le monde s'en fout. Les médias parlent d'inflation, de l'IA, de ce que la Fed va faire ou pas faire, mais personne ne parle du yen. Et c'est exactement pour ça que vous devriez vous en inquiéter. Parce que la règle numéro 1 des marchés financiers, c'est simple. Quand tout le monde regarde dans la même direction, le danger vient de l'autre côté. Et aujourd'hui, le danger vient de Tokyo. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut remonter un peu, pas loin, juste assez pour que la situation commence à avoir du sens. Le Japon a passé 30 ans dans une espèce de coma économique. Après l'explosion de sa bulle immobilière au début des années 90, le pays est entré dans ce qu'on appelle les décennies perdues. Pas de croissance, pas d'inflation, pas de dynamisme. L'économie japonaise était comme un café qui reste ouvert mais où personne ne commande rien. Alors la Banque du Japon a fait ce que font toutes les banques centrales quand elles sont à court d'idées. Elle a baissé les taux, puis encore, puis elle les a mis à zéro. Et quand zéro n'était toujours pas assez, elle a introduit quelque chose qui s'appelle le contrôle de la courbe des taux. Ce qui, en termes simples, signifie ceci. On colle les taux longs au plancher, que le marché soit d'accord ou non. Résultat, pendant des décennies, emprunter en yens ne coûtait quasiment rien. Et c'est là que tout commence à devenir intéressant. Imaginez que vous êtes un investisseur japonais. Vous avez un portefeuille d'1 milliard et vos obligations d'État domestique vous rapportent 0%. Vous avez deux options. 1. Accepter de ne rien gagner. 2. Aller chercher du rendement ailleurs. Le Japon a choisi l'option 2, massivement, pendant 30 ans. Le Japon est devenu le plus grand créancier net du monde, le plus grand détenteur étranger de bons du Trésor américain. Un acheteur majeur de titres adossés à des créances hypothécaires américaines. En gros, pendant que vous dormiez, le Japon finançait discrètement une bonne partie du monde occidental. Et le mécanisme derrière tout ça s'appelle le carry trade en yens. Le principe est simple. On emprunte en yens à taux quasi nul, on convertit en dollars, on achète des bons du Trésor américain qui rapportent 4%, on empoche la différence, et quand vos coûts d'emprunt sont proches de zéro, on ne s'arrête pas aux bons du Trésor. On achète des actions tech, de l'immobilier, des actifs dans les marchés émergents. Tout ce qui a un pool et rapporte plus que 0%. À son pic, le carry trade en yens représentait, selon certaines estimations, plusieurs milliers de milliards de dollars de positions. C'était comme si les marchés mondiaux tournaient sous perfusion japonaise. Et personne n'en parlait. Mais voilà le problème avec les perfusions. Le jour où on les retire, le patient ne se porte pas très bien. En 2024, la Banque du Japon a mis fin à son contrôle de la courbe des taux. Et pour la première fois en 10 à 7 ans, elle a relevé ses taux directeurs, puis elle les a relevés une deuxième fois, et le lendemain de cette deuxième hausse, le SP500 a chuté de 6%. Le Nikkei 225, l'indice japonais, s'est effondré de plus de 12% en une seule journée. Sa pire performance depuis 1987. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un signal. Parce que quand les taux japonais montent, deux choses se produisent simultanément. Emprunter en yens devient plus cher. Et couvrir le risque de change devient plus cher aussi. Et soudainement, le trade gratuit n'est plus si gratuit. Et les 4% du bon du Trésor américain ne semblent plus aussi attractifs qu'avant. Quand les mathématiques changent, les flux de capitaux changent aussi. Et l'argent qui avait quitté le Japon pendant 30 ans commence à rentrer à la maison. C'est ce qu'on appelle le rapatriement de capitaux. Et c'est l'une des forces les plus sous-estimées sur les marchés mondiaux aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce que ça vous concerne directement ? Parce que le Japon n'était pas juste un acheteur parmi d'autres de la dette américaine, c'était un acheteur insensible au prix, stable, prévisible, mécanique, le genre d'acheteur que vous ne remarquez que le jour où il disparaît. Et voilà la chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur les taux longs. Jerome Powell contrôle les taux courts, le taux overnight. Ce que la Fed annonce lors de ses conférences de presse, que tout le monde regarde comme une bande-annonce de film. Mais les taux à 10 ans, 20 ans, 30 ans, ceux-là sont déterminés par l'offre et la demande, par qui achète et qui vend. Et quand vous ajoutez le fait que les États-Unis creusent un déficit de plus de 1000 milliards de dollars par an, le Trésor américain doit émettre des quantités massives de nouvelles obligations chaque année, juste pour maintenir la machine en marche. Et quelqu'un doit les absorber. Pendant des décennies, le Japon était une pièce centrale de cette machine d'absorption. Et si cette pièce se retire, les rendements longs doivent monter pour attirer de nouveaux acheteurs. Et quand les rendements longs montent, tout change. Les taux hypothécaires sont ancrés au rendement long, pas au taux de la Fed. Donc la Fed peut couper ses taux autant qu'elle veut. Si la demande globale pour les bons du Trésor faiblit,
Les taux hypothécaires ne bougent pas. Et l'accessibilité au logement reste bloquée. Les valorisations boursières aussi. Quand les analystes valorisent une action, ils actualisent les flux de trésorerie futurs avec les taux longs comme référence. Des taux longs élevés compriment les multiples. Donc, même si les résultats des entreprises sont bons, le prix que les investisseurs sont prêts à payer pour ces résultats diminue. Et les marchés peuvent se sentir instables même quand les titres semblent calmes. Et le crédit corporate ? Même histoire. Quand le capital est cher, les entreprises empruntent moins, investissent moins, recrutent moins, la croissance ralentit, l'appétit pour le risque recule, tout est connecté. Et le point de connexion s'appelle le taux long. Voici ce que Ray Dalio, fondateur du plus grand hedge fund du monde, dit à ce sujet. Surveillez le marché obligataire. C'est la colonne vertébrale de tous les marchés. C'est le taux sans risque qui détermine le rendement de tous les autres actifs. Et il a raison. Parce que pendant que tout le monde fixe Jérôme Powell, le vrai levier est ailleurs. Il est dans la demande pour les obligations longues. Et cette demande est en train de changer structurellement, pour la première fois, depuis 30 ans. Et voilà pourquoi personne n'en parle. Parce que c'est pas cliquable, parce que ça fait pas de bruit, parce que ça demande de la patience, de la nuance, et plus de neurones que le scroll infini ne l'autorisent. Les médias veulent de l'inflation. Ils veulent du drama à la Fed. Ils veulent Nvidia et ce qu'elle a fait la semaine dernière. Ils veulent des narratifs simples. Si la Fed coupe les taux, tout va bien. C'est le mensonge qu'on vous vend. Mais la réalité, c'est que la source de liquidité la moins chère du monde, depuis 30 ans, n'est plus si bon marché. Et quand la liquidité se resserre, ce n'est pas juste un problème de bond market. C'est un problème d'oxygène. Parce que la liquidité, c'est l'oxygène des marchés. Et quand elle manque, tout le monde le ressent. Les actions. L'immobilier, le crédit, votre portefeuille, le yen s'effondre. Le monde s'en fout. Et c'est exactement pour ça que vous devriez faire le contraire. Si ce genre de sujet vous intéresse, les vrais risques, ceux que les médias traditionnels n'abordent pas parce qu'ils ne génèrent pas de clics, abonnez-vous et activez les notifications. Parce que les menaces réelles sur les marchés ne sont jamais les plus bruyantes. Ce sont toujours celles qui se cachent en pleine lumière